Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 7, le jeu d'imitation. Dans le podcast précédent, nous avons appris à quel point les Japonais étaient fascinés par la dynastie des Tang. Non seulement ils voulaient apprendre des Tang, mais ils voulaient aussi acheter chez eux, même si le Japon était très pauvre et arriéré par rapport à la Chine, et n'avait pas grand-chose à proposer aux Tang en échange. La seule chose que les Japonais pouvaient proposer aux Chinois étaient les pépites d'or. Cependant, ces pépites étaient petites et contenaient beaucoup d'impuretés, ce qui faisait baisser leur valeur. Il leur en fallait une grosse quantité pour pouvoir acheter ce qu'ils voulaient en Chine. À la fin de la dynastie des Tang, l'empire souffrait de guerres internes. Les échanges officiels entre le Japon et les Tang ont cessé, les Japonais mettaient fin à leurs achats coûteux chez les Tang. Pourtant, les liens entre les deux pays n'ont pas été coupés, au contraire, ils sont devenus plus étroits et plus diversifiés. Le Japon a cessé d'envoyer les délégations officielles vers la Chine, hommes d'affaires et moines, quant à eux, se déplaçaient librement entre les deux pays et ont entretenu les échanges de culture et de biens. Le bouddhisme a joué un rôle majeur dans la communication entre le Japon et la Chine à l'époque des Tang. Avant cette époque, cette religion assimilée par les Chinois s'était déjà répandue dans l'Asie de l'Est et du Sud-Est, dont le territoire du Japon. Un coup d'œil sur le bouddhisme japonais nous permet de trouver des similitudes avec celui pratiqué en Chine. Par exemple, la fonction spéciale des miroirs. En Chine comme au Japon, les miroirs étaient perçus comme un outil pour chasser les mauvais esprits, un objet mystérieux. Pour certains religieux, ils peuvent attraper l'ombre du dieu qui est invisible en général. Dans les sanctuaires japonais, le vermillon est une couleur dominante. De nombreux ponts au milieu des montagnes et des rivières sont aussi peints en vermillon. Pour pas mal de gens, cette couleur est typiquement japonaise. En fait, il s'agit d'une couleur populaire et symbolique du royaume de Chu, dans la Chine antique d'il y a plus de 2000 ans. Bien avant la dynastie des Tang, les colons chinois avaient emporté leur culture et religion au Japon. Ils s'étaient installés sur l'archipel et ont commencé à pratiquer les technologies qui leur étaient familières, comme la métallurgie et la maroquinerie. Parmi eux, la famille Sema, en pinyin chinois, Shiba, transcription phonétique japonaise. Shiba Dato est le premier moine du Japon. Il a diffusé le bouddhisme au Japon, où cette religion a finalement été soutenue par la famille régnante. Mais les moines étaient jusqu'ici considérés comme des moines sauvages ou des autodidactes, parce qu'ils n'avaient pas observé les cérémonies et les rites pour leur ordination. Ce n'est qu'à l'époque des Tang que le Japon a décidé de renforcer le bouddhisme par des mesures protocolaires. Les moines de renom de l'autre côté de la mer ont été invités successivement. Parmi ceux-ci, Dianzhen, que nous avons mentionné dans le podcast précédent. Dianzhen, comme nous le savons, a fait 6 tentatives pour se rendre au Japon. À sa 5e, il a fait un naufrage au large de l'île méridionale de Hainan et a rencontré une bande de sauvages. Après tant d'efforts, il a réussi à atteindre la capitale par la voie terrestre, prêchant dans les temples le long du chemin. Malheureusement, il a perdu la vue à cause d'une infection. À la 6e tentative, il a enfin réussi, alors qu'il avait déjà une 60aine d'années. L'histoire de sa vie est racontée dans un livre intitulé « Le voyage en mer vers l'est du grand bonze de la dynastie Tang ». Il lui a fallu au total une 10aine d'années pour finalement atteindre le Japon. Dianzhen a séjourné dans ce pays pendant 10 ans, durant lesquels il a fait entrer dans les ordres des membres de la famille régnante, dont l'empereur et l'impératrice. Il a donné des cours et fait construire des temples,
dont le Dosho-daiji dans la ville de Nara. C'est d'ailleurs là où il repose. Son héritage est énorme, l'introduction des règles et de règlements qui met le bouddhisme japonais sur la bonne voie et la construction des temples au style Tang. Encore une preuve de l'influence des Tang au Japon. Non seulement la religion des Tang a été absorbée par le Japon, mais aussi la pensée et les compétences des Tang. De nombreux touristes chinois, lorsqu'ils visitent le Japon, disent qu'ils se sentent chez eux. D'où vient ce sentiment? En 710, la ville de Nara devint la première capitale permanente du Japon, un symbole de centralisation politique. Le plan de la capitale est en forme de quadrillage, avec le palais situé à l'extrémité nord de la ville et donnant vers le sud, où s'étalent les différentes zones de la ville. Pour les gens de l'Empire des Tang, cela aurait été familier, car les Japonais se sont en effet inspirés de leur capitale, la ville de Chang'an, pour construire la leur. Selon la cosmologie traditionnelle chinoise, le palais du souverain ressemble à l'étoile polaire. En dominant la capitale, le souverain fait appliquer ce qui est dans le palais céleste. Ensuite, les palais, temples et pagodes ont tous de larges avant-toits, une caractéristique de l'architecture de la dynastie des Tang. L'un des bienfaits de cet amour pour les Tang, c'est la riche collection d'objets soigneusement conservés par les empereurs et impératrices japonais, épris d'art, de calligraphie et de poésie chinoise. La plupart de ces objets se trouvent au temple Todaiji, dans la ville de Nara. Face à ces objets, exposés seulement une vingtaine de jours chaque année en automne, on a l'impression d'être face à une vaste collection d'objets d'art des Tang, rassemblés par un grand passionné. On y trouve notamment un pipa à 5 cordes. Le pipa est un instrument de musique à cordes pincées traditionnel chinois. De nos jours, les pipas sont généralement à 4 cordes. Cependant, le pipa à 5 cordes était plus courant à l'époque des Tang. Cet instrument de musique est fait en bois de rose et incrusté de coquillages formant un motif de chèvrefeuille. Au total, des dizaines de matériaux précieux ont été utilisés dans sa fabrication. Très probablement, il a été fabriqué en Chine et a voyagé jusqu'au Japon, car un instrument de musique si précieux et sophistiqué était quand même rare au Japon à l'époque. L'histoire nous dit qu'un haut fonctionnaire japonais s'est rendu dans la Chine des Tang pour apprendre la musique. Il est allé étudier auprès d'un éminent joueur de pipa, ce maître l'appréciait beaucoup et lui a donné des cours gratuits. Il a même proposé à ce fonctionnaire étranger d'épouser sa fille. Ce pipa pourrait être un cadeau du maître chinois à son disciple japonais. Deuxième possibilité, il s'agirait d'un cadeau offert par les empereurs des Tang aux amis japonais, souvent chaleureusement accueillis à la cour. Des indices montrent le lien fort entre la Chine et le Japon à l'époque des Tang. Ces indices, on peut les trouver dans des choses courantes, mais aussi dans des endroits qui pourraient vous surprendre. Par exemple, dans la langue japonaise, on trouve des mots dont l'origine se trouve dans le chinois utilisé dans la région centrale. Ces mots sont probablement entrés dans la langue japonaise par les chants des bouddhistes dans les temples. Les salles séparées par les portes coulissantes sont apparues d'abord en Chine sous la dynastie des Tang. De nos jours, les gens considèrent le kimono comme la mode japonaise. Il suffit de regarder les peintures murales datant de la dynastie des Tang pour comprendre qu'il s'agit en fait d'un habit de l'époque. Toutes les femmes portaient une robe comme le kimono porté par les dames japonaises d'aujourd'hui. D'ailleurs, tous les styles qu'on a aujourd'hui existaient déjà à l'époque des Tang, même les styles audacieux montrant les épaules, le ventre ou les jambes. Les emprunts délibérés à la Chine ont atteint leur apogée au 8e siècle. Les villes ont été reconstruites selon le plan d'urbanisation des Tang, tandis que les terres ont été nationalisées et réattribuées aux paysans selon la pratique chinoise. Mais les emprunts restaient les emprunts. Ils sont comme une couche de maquillage ou de déguisement. L'empereur japonais n'a jamais été aussi puissant qu'un souverain chinois. Rappelons qu'au Japon, les grandes familles aristocratiques contrôlaient le pays et qu'elles étaient de grands propriétaires fonciers.
Le système d'administration des Tang n'allait jamais fonctionner au Japon pour cette même raison. Au sommet de la pyramide sociétale, les meilleurs emplois étaient détenus par des clans puissants. Les gens du peuple ne pouvaient qu'accéder aux postes inférieurs. Ils ont peut-être construit des bâtiments de style Tang, importé les rituels de la cour chinoise, introduit le bouddhisme, mais ces choses-là ne se sont jamais ancrées dans leur culture. Au bout d'un certain temps, à part quelques moments de reconnaissance, l'obsession s'estompe, le Japon retombe relativement dans son isolement. Mais il est indéniable que la Chine des Tang a laissé tellement de traces au Japon qui sont encore visibles aujourd'hui. Certaines sont restées intactes, d'autres ont été localisées et revêtent des caractéristiques japonaises. Ainsi, la dynastie Tang a laissé une marque sur la culture du Japon. Un remerciement spécial à San Lien Zhongdu pour son aide dans la création du contenu de cette émission. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.